Et ravi de vous retrouver pour ce débat consacré aux interlocutrices et aux interlocuteurs du monde de la culture, avec aujourd'hui trois femmes puissantes, comme on dit dans le livre de Marie Ndiaye, trois femmes qui sont donc au cœur, avec leur entreprise culturelle, de cette crise du coronavirus et de la culture en temps normaux. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Caroline Sonrier, directrice de l'Opéra de Lille. Bonjour Caroline. Bonjour. Émilie Delorme, qui est la directrice du Conservatoire national supérieur de Paris. Bonjour Émilie. Bonjour Camille. Et Lorraine Viermoz, qui est la directrice, l'administratrice des talents lyriques, l'orchestre installé à Paris, l'orchestre de Christophe Rousset. Bonjour Lorraine. Je ne vous ai pas entendu, Lorraine, sans doute votre micro est éteint. Bonjour à tous. Voilà, Lorraine est avec nous. Alors Caroline Sonrier, est-ce qu'on pourrait peut-être revenir sur les premières heures du confinement et puis de tout le chemin que ça a représenté pour l'Opéra de Lille, à la fois pour ses productions, ses artistes invités, ses forces vives habituelles et puis aussi ses forces temporaires. Comment est-ce que vous avez vécu cette onde de choc et comment vous l'avez absorbée? Oui, effectivement, onde de choc, hein, je crois que c'est le bon terme. Ça l'a été pour tout le monde. On a beaucoup parlé d'effet de sidération, hein, aussi à ce moment-là, avec une grande difficulté, je pense, qui a duré longtemps aussi sur l'ampleur de la situation, sur ce que ça représentait, sur ce que ça voulait dire, sur les conséquences. Ça a été aussi extrêmement brutal parce qu'il a fallu mettre une équipe du jour au lendemain en télétravail ou en arrêt, enfin en chômage technique. Donc tout ça, évidemment, a été très, très brutal. Et surtout, j'ai le souvenir de tous ces premiers temps qui a été extrêmement épuisant parce que dans un contexte mouvant, permanent, et avec des informations qui nous arrivaient toutes les 3 heures et qui nous faisaient reprendre encore des nouvelles hypothèses et des nouveaux d'envisager voilà, l'avenir de façon différente. Donc ça a été, je crois, extrêmement difficile dans nos métiers où tout est prévu 2 à 3 ans à l'avance, à la demi-heure près et au détail près, puisque comme on travaille avec différents corps de métier dans un opéra, évidemment, pour que les choses se connectent bien, il faut que tout soit extrêmement réglé. Donc le fait de ne pas savoir où on en était pour la semaine qui arrivait ou pour le mois qui arrivait, c'était évidemment, je crois, très, 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 très perturbant. Et ces périodes, et elles existent encore aujourd'hui, je crois, pour nous tous, elles sont très difficiles aussi parce que quand on est dans cette incertitude, on a énormément de mal, je crois, à être créatif et à réfléchir et à prendre le temps de… Bon, au début, je me suis dit, bon, bah, formidable, on va s'arrêter, je vais prendre le temps de pouvoir lire, découvrir beaucoup de choses, tout ce que j'ai pas pu voilà, lire depuis très longtemps, qui est sur mon bureau, qui s'empile. Donc, je suis repartie chez moi avec tout ça. Et en fait, c'est extrêmement difficile parce qu'on est vraiment d'abord pris par cette inquiétude vraiment minute après minute et qu'on n'arrive pas vraiment, à se détacher de ces questions-là. Alors après, du point de vue plus concret, euh, pour nous, je dois dire que ça a été une période qui était euh, plutôt pas trop complexe. J'ai beaucoup pensé aux autres opéras, à certains qui étaient au moment d'une générale ou d'une scène orchestre, enfin les dernières répétitions avant une production, et à quel point cette rupture a dû être extrêmement violente pour tous les artistes impliqués et évidemment pour toutes les équipes aussi des opéras. On n'était pas dans ce cas-là. On avait, nous, deux spectacles qu'on a annulés à la fin du mois de mars, dont l'opéra Coronis qui était en tournée. Donc, ce n'était pas une production de l'Opéra de Lille et qui venait en tournée. Donc, évidemment, ça a été très difficile pour l'équipe, mais le spectacle avait déjà été présenté. C'était leur dernière date de tournée. Donc, c'était quand même bon, voilà, un moindre mal, je dirais. Et on avait ensuite la production de Falstaff, dont les répétitions allaient tout juste commencer. Donc, on a pu immédiatement retarder. Les artistes n'étaient pas encore arrivés à Lille. Donc, il n'y a quand même pas eu tout à fait, je pense, la même difficulté que d'autres maisons vraiment ont dû connaître. Et je pense qu'on doit avoir beaucoup de mal à s'en remettre dans ce cas-là. Enfin, moi, je sais que j'aurais très mal vécu ça.
Et puis, donc, pour répondre à la question de notre priorité, ça a été aussi évidemment tout de suite de discuter avec les artistes et de voir comment on pouvait garantir un soutien vis-à-vis de ces artistes. Donc, ça a été assez facile à régler, je dirais, avec ces 2 spectacles accueillis qu'on annulait vraiment la veille pour le lendemain. Donc là, le principe a été de payer intégralement les cachets, en tout cas tout ce qui avait été engagé, évidemment. Voilà. Et ensuite, pour Falstaff, ça a été beaucoup plus long. D'abord parce qu'on a imaginé qu'on pourrait faire une production dans un temps réduit, dans un format réduit. Enfin voilà, on a imaginé 36 hypothèses au fur et à mesure de l'avancement des nouvelles qui nous arrivaient sur la situation sanitaire. Et donc, là aussi, évidemment, il y a eu beaucoup de questions sur comment finalement on peut soutenir ces artistes-là, quelle est la bonne mesure. Je parle de soutenir financièrement, hein, clairement, puisque c'est vraiment la question principale. Donc, autant pour tous les petits salaires, entre guillemets, donc les membres du chœur, puisqu'on n'a pas un chœur permanent, mais un chœur d'intermittent ici. Voilà, pour tout ce type de salaire-là, pour nous, c'était évident qu'il fallait les rémunérer tel que c'était prévu. Et en revanche, pour les solistes, pour les artistes dont les cachets sont plus importants, dont l'implication peut être différente, dont la carrière est différente, voilà, ça a été des discussions qui étaient un petit peu plus longues pour trouver la juste mesure de notre engagement Ceci dit, vis-à-vis d'eux. je me permets de vous interrompre parce que au moins vous dites quelque chose qui est clair, c'est que des négociations ont eu lieu et qu'un arrangement a été trouvé, ce qui n'a pas été le cas dans certaines maisons qu'on ne nommera pas, mais au moins vous avez eu ce geste vertueux. J'aimerais peut-être donner la parole, si vous le permettez, Caroline Saurier, sachant qu'on reprendra le débat dans un instant, à Émilie Delorme, sachant que cette crise est plus ou moins parallèle à son arrivée dans l'institution. Alors évidemment, peut-on rêver pire début de mandat que cette situation? En même temps, j'imagine, Émilie, qu'elle présente des défis. Comment votre conservatoire a-t-il accusé le coup et puis comment avez-vous tâché de réinventer votre métier? C'était comme beaucoup de crises, hein, je pensais aussi l'occasion de voir des choses positives s'en sortir et de pouvoir aussi noter à quel point les équipes ont été soudées, mobilisées à tous les instants. Donc, avant même le confinement, on avait mis en place une cellule de crise pour pouvoir gérer étape après étape et essayer de vivre justement cette période que mentionnait Caroline de sidération, mais qui était d'abord une période en tant que directrice d'établissement de mise en sécurité de l'ensemble des populations. Et donc, il a fallu très, très rapidement réagir pour progressivement, en fait, ça s'est fait en une semaine, hein, fermer l'établissement et mettre tout le monde au télétravail et puis surtout assurer cette fameuse continuité pédagogique. D'ailleurs, derrière le terme continuité pédagogique, il se cache une vraie discontinuité, hein, puisqu'on ne peut pas donner des cours de musique, de danse à distance de la même façon. Donc, c'est comment arriver à faire en sorte que tout le monde, en un temps assez court, imagine ce qu'on peut faire dans des nouvelles conditions, tout en faisant le deuil de ce qu'on faisait dans le réel. Donc, ça a été vraiment une période assez complexe, mais à la fois assez intéressante et créative. Et on a vu énormément d'expériences très, très riches passer. Et puis, il y a eu très vite des questions quand même de la solidarité entre tout le monde, parce qu'on s'est retrouvés avec des gens en grande précarité. Caroline a déjà mentionné la question des intermittents dans les prestataires. Et puis, évidemment, parmi nos élèves, on a beaucoup d'élèves boursiers qui se sont retrouvés avec leurs ressources coupées du jour au lendemain, puisqu'ils sont souvent ouvreurs, ils sont intermittents, ils donnent des cours particuliers, ils font des petits boulots. Et donc, on s'est retrouvés avec une question urgente qui était juste comment permettre à chacun de survivre d'abord dans cette épreuve, notamment si des étudiants étrangers isolés. Vous avez Et pu puis, rentrer concrètement dans les dossiers de chacun ou bien c'était une réflexion collective? c'est deux choses. C'est comment, on a presque 1400 élèves, donc tout ce qu'on décide ou tout ce qu'on fait, c'est des engagements assez massifs. Mais après, il faut pouvoir traiter individuellement chacun des cas. Et donc, ça peut être à la fois d'apporter une bourse d'urgence à un élève, de lui trouver un instrument, de l'aider à regagner son pays, de l'assister médicalement quand il ne parle pas français. Voilà. Après, il y a vraiment
un travail de toutes les équipes pour les accompagner de façon individuelle. On parle vraiment là d'accompagnement humain, mais ça n'empêche pas qu'il faut résoudre les problèmes de façon structurelle et globaux pour l'institution. Et puis après, il y a eu quand même le second effet très fort qui a été le moment où on a appris qu'on ne rouvrirait pas avant l'été. Et je pense que c'est ce mouvement-là qui a été finalement le plus difficile à vivre et à accompagner. Parce que tant que c'était temporaire, il y avait quand même quelque chose qui était à la fois avec des situations dramatiques. On a eu des personnes gravement malades aussi au sein des équipes. Donc, il y avait des moments très durs, mais en même temps, il y avait cette effervescence d'essayer d'inventer quelque chose, de se retrouver. Je crois que là, on se réunit sur Zoom et l'effet Zoom a vraiment un effet dans les relations humaines. J'ai eu énormément de témoignages, à la fois au sein des équipes, mais entre enseignants et élèves, de gens qui se découvraient, parce que forcément, la relation, quand on est sur Zoom, elle est différente. Donc, il y a eu vraiment des choses très positives quand on sortit, encore une fois, avec toutes les difficultés qui étaient en parallèle. Mais à partir du moment où on a compris, d'une part, que l'école n'allait pas rouvrir jusqu'à la fin de l'année, ce qui voulait dire notamment qu'il n'y aurait pas tous les récitals et les certificats qui sont des éléments clés et symboliques pour les élèves qui ont suivi une scolarité pendant 5 ans, qui sont leur passage symbolique du statut d'étudiant au statut d'artiste, et puis aussi une rencontre avec les professionnels. Donc ça a été quelque chose d'extrêmement difficile à accuser. Et puis la prise de conscience aussi assez rapidement que l'ensemble du secteur culturel allait être impacté sur le long terme. Et donc, non seulement cette difficulté de l'épreuve de sortie, mais aussi de quelle insertion professionnelle va être possible pour cette génération qui sort. Donc là, ça a été vraiment un vrai travail pour arriver à accompagner la fin d'année, retrouver une dynamique, essayer de trouver des projets qui rythment à nouveau le temps jusqu'à la fin de l'année, qui était compliqué, puisqu'on était passé en contrôle continu sur la plupart des épreuves. Et l'étape de savoir comment on prépare la suite, quelle insertion professionnelle pour ces artistes, qu'est-ce qu'on peut inventer l'année prochaine et dans la suite comme dispositif pour les accompagner. Voilà, alors là, on est un tout petit peu dans la prospective et la gestion de crise au long cours ou au moyen terme. Lorraine Villermoz, la question qui a touché les ensembles comme le vôtre et les artistes aussi, ça a été les effets immédiats de la crise, à savoir un impact violent, brutal, même violentissime sur les ensembles, dont certains nous disaient dès les premières heures de la crise, nous allons devoir mettre la clé sous la porte. Alors, en espérant que les talents lyriques n'en soient évidemment pas là. J'ai l'impression que ces Oui, ensembles c'était et effectivement ces violent. artistes ont été parmi les tout premiers frappés. Oui, évidemment, dans notre bel écosystème, on est tous très liés les uns aux autres. Évidemment, les ensembles et les artistes que nous engageons, on est un petit peu en bout de la chaîne. Et donc à être évidemment les premiers à subir, à tous les niveaux, chacun souffre dans ces différentes structures, mais les artistes et les ensembles, notamment les ensembles indépendants, qui n'ont pas forcément de marge de manœuvre et de coussins de sécurité et de financement suffisamment stable pour voir venir une telle crise qui était, encore une fois, tellement imprévue. Je pense qu'on est... Le mot de sidération est encore trop faible et je pense que même 2 mois après, on est encore tous sous ce choc et sur l'incrédulité quelque part de la situation. Je pense qu'on a tous un peu au fond de nous un déni de ce qui arrive. Pour nous, on est encore au milieu de la tempête. Je dirais que chaque jour apporte son lot de mauvaises nouvelles, d'annulations, de projets qui ne se feront pas, de projets qui seront peut-être reportés. Donc on est tous dans un nuage d'incertitude qui fait que l'angoisse, elle est arrivée très fortement au départ, mais en se disant c'est pas possible, ça ne va pas se passer ainsi. Et puis au fur et à mesure des jours et des semaines, réaliser qu'effectivement on est face à un désastre qu'on n'avait absolument pas prévu. Moi, je me souviens encore mi-mars, on était tous à plaisanter sur cette pandémie et à faire des blagues plus ou moins drôles sur la situation, ne pensant pas en arriver à ce qu'aujourd'hui on constate d'un désastre d'une économie globale mondiale qui s'effondre et de voir que la culture est un élément très très fragile dans tout ça. Donc effectivement, au Talent Lyrique, on a vécu ça comme la plupart des artistes et des ensembles, comme un cataclysme.
avec cette notion effectivement de comment on survit à ça, avec souvent des économies qui, en ce qui nous concerne, par exemple, on est aidé de l'ordre de 15-20% par l'État et les collectivités publiques, et tout le reste, ce sont des recettes propres qui sont donc directement liées à notre activité, les ventes de concerts, les productions, les contrats qu'on peut avoir à droite à gauche avec les différents partenaires de tout cet écosystème, et puis du mécénat. Donc ça, c'est quand même aussi une base très importante, c'est plus de 20% pour ce qui nous concerne, mais effectivement une grande fragilité lorsque l'activité n'a plus lieu et que les projets n'ont plus lieu, une énorme partie de notre économie qui se casse la figure, et jusqu'à encore ces jours-ci, beaucoup d'incertitudes et de questions et pas toutes les réponses pour pouvoir savoir comment on va gérer en tant qu'employeur, en tant qu'entreprise, et comment on va accompagner nos artistes qui sont tous dans une grande angoisse. Donc oui, il y a tout qui se mélange, à la fois la réactivité qu'on a tous envie d'avoir parce qu'on est par nature des entreprises très toujours sur le projet, et la dynamique de monter des choses a priori impossibles sur le papier, mais dont on se dit on y arrivera en montant les énergies les unes avec les autres. On finit toujours par monter des saisons, donc avec des géométries très variables en ce qui nous concerne, et particulièrement dans le répertoire baroque, de petits ensembles de musique de chambre, mais aussi de grosses productions et de grosses productions d'opéra. Nous, on avait un couronnement de Popée prévu au Théâtre des Champs-Élysées au mois de juin, et j'avoue que jusqu'à il y a quelques semaines, on espérait tous que ça puisse se passer, et j'avoue qu'on a eu du mal tous à réaliser que la crise pourrait prendre ce temps à la fois dans le temps et dans la géographie. Donc c'est effectivement très perturbant. Bon, je crois qu'on a tous essayé, comme ce que disaient Caroline et Émilie, de réagir. Nous, on a une petite équipe qui a été formidable. On a organisé le télétravail en quelques heures. Ça a été pas facile parce qu'il y a des métiers qui ne sont pas habitués à ça, et donc on a tous mis l'énergie qu'il fallait, et d'organiser le travail et de trouver un management d'équipe à distance. On a effectivement tous appris ce que c'était que la visioconférence et le Zoom. Alors justement, Laurette, je me permets de vous interrompre, vu qu'on est en visioconférence, peut-être pour analyser un phénomène qui est double et il est intéressant de le mettre en parallèle, c'est cette réaction identitaire que vous décrivez et que tout le monde a eu, de se dire, voilà, l'art existe, les artistes existent, ils doivent se manifester d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans la pérennisation d'une forme d'enseignement, fût-elle imparfaite, dans la présentation de petites activités parallèles, et puis en marge de ces activités identitaires, une réflexion existentielle qui est de l'artiste et de l'économie culturelle face à cette onde de choc. Comment va-t-on survivre et comment mener en parallèle ces deux questions, sachant que l'un, visiblement, n'apporte pas de réponse à l'autre, vu que quelles que soient les formules qu'on invente, faire des petits concerts avec des masques, mettre une personne sur 5 dans les salles d'opéra, et encore, on n'y est pas encore là, c'est pas ça qui réglera le problème économique. Est-ce qu'aujourd'hui, Caroline Sonrier, on a quelques pistes rassurantes ou encourageantes, ou est-ce qu'on est vraiment dans ce désert des Tartares? Il y a des, enfin, il y a des situations extrêmement différentes en fait, entre déjà les structures culturelles. Bon, tout à l'heure, vous disiez que nous avions effectivement fait des propositions d'indemnité pour tous les artistes. C'est vrai que l'Opéra de Lille, comme presque toutes les institutions de ce type en France, hors Paris étant particulier, puisque beaucoup plus tourné vers des recettes d'un public qui est prêt à payer pour voir des stars, et avec aussi tout un système de tourisme économique, etc. Donc, évidemment, tout le reste de la France n'est pas du tout sur ce modèle-là, et on est quand même tous, que ce soit les grands orchestres symphoniques ou les opéras, on est quand même tous sur des subventions à hauteur de 80%. Donc en fait, notre activité, elle est prise en charge effectivement par ces financements publics. Et je dois dire que nous, on a eu la chance dans la région, puisque ça a été aussi évidemment l'une des premières choses qu'on a faites, c'est de discuter avec les collectivités qui nous soutiennent pour savoir s'ils maintiendraient
leur financement, parce qu'on pouvait se poser la question, effectivement, avec un arrêt d'activité, est-ce qu'on ne va pas arrêter les financements? Et ils nous ont assuré que les financements seraient maintenus. Bon, il faut le souligner parce que ce n'est pas forcément le cas partout. Et donc, ce qui nous a effectivement permis de payer les artistes. Je me permets simplement de dire, je comprends bien effectivement que les situations économiques des uns et des autres sont très dissemblables. La question que je posais maintenant, c'est est-ce qu'on a des pistes d'une réorientation de la modélisation du concert pour que cette modélisation puisse répondre d'une manière ou d'une autre, même précairement, aux questions de modèle économique et de survie des artistes? Oui, mais en fait, pour moi, la question, elle n'est pas tellement du point de vue économique, en fait. Pour les opéras, je trouve que la principale question, c'est est-ce qu'on peut encore faire de l'opéra aujourd'hui? Enfin, en tout cas, aujourd'hui, non, mais même cet automne. C'est-à-dire que la plus grosse question pour moi aujourd'hui, elle est de deux ordres. Elle est d'une part, effectivement, de comment on va retrouver un lien avec le public. Et quoi qu'il arrive à la rentrée, il faut qu'on ouvre nos théâtres parce qu'on a été fermés là pendant 4 mois et que c'est plus possible. Enfin, il faut qu'on retrouve notre rôle dans la société. Donc, on essaie là de le retrouver en ce moment d'une autre façon, mais il faut vraiment qu'on rouvre les maisons d'une façon ou d'une autre. Mais en revanche, après, oui, il y a certes un modèle économique qui nous permette de continuer à soutenir des artistes, de les engager et de monter des petits formats artistiques dans un modèle économique voilà, qui doit pouvoir se trouver. Mais surtout, en tout cas, quelle mise en scène peut-on faire dans un cadre comme ça? Donc, quel projet peut-on faire dans un cadre comme celui-là? Donc, c'est aussi un peu notre responsabilité artistique de savoir aussi jusqu'où on peut aller. C'est ça. Mais donc, pour vous, pardonnez-moi de vous interrompre, il est clair qu'en septembre, il y aura une sorte de responsabilité de la part des théâtres de se dire, voilà, là, on a amorti l'onde de choc, on doit se réinventer d'une manière ou d'une autre, on doit rouvrir les portes. Oui, absolument. Dans tous les cas, je pense que c'est extrêmement important dans une période de crise sociale que la culture soit très présente. Donc, encore une fois, là, en ce moment, on est plutôt sur des petites formes qu'on va essayer de présenter dans des cours et voilà, et en extérieur, et voilà. Mais bon, ça, c'est voilà, pour essayer de maintenir un lien minimum. Mais à partir de la rentrée, oui, il faut qu'on trouve des moyens parce que si on n'ouvre pas au mois d'octobre, alors autant fermer pendant 2 ans parce que si on attend le vaccin pour pouvoir ouvrir, on n'y arrivera pas. Donc là, je crois qu'il faut vraiment qu'on travaille différemment. Il faut qu'on s'adapte. Simplement, pour moi, aujourd'hui, la principale question, c'est parce qu'il y a énormément de choses à faire du point de vue des concerts, des petites formes, voilà, des choses. Mais jusqu'où on accepte que des chanteurs, un duo se passe avec des chanteurs qui doivent être à 5 mètres d'intervalle minimum, parce que sinon, ils risquent de se transmettre le virus. Comment est-ce que, alors si on peut faire effectivement ce qui a été dit tout à l'heure, donc des mises en scène de Bob Wilson et des chorégraphies de Lucinda Childs, voilà, donc là on évite effectivement à peu près les inconvénients. Ce qui ne règle pas le problème de la fosse d'orchestre. Dans tous les cas, on ne mettra pas, même un petit orchestre, on ne le mettra pas dans une fosse d'orchestre. Alors, si vous le permettez, Émilie Delorme, vous êtes vraiment au cœur, vous, de ce nœud d'inquiétude, vu que par nature, les conservatoires hébergent plusieurs générations de musiciens, celles et ceux qui espèrent naître à la carrière et ceux qui, au contraire, sont déjà dedans. Alors, quel travail avez-vous fait pour accompagner ces personnes qui s'interrogent, les professeurs et les élèves, et est-ce que surtout, en contact avec le milieu professionnel, vous entrevoyez dès maintenant certaines pistes qui pourraient peut-être soulager cette angoisse abyssale qui étreint tout le monde? Il y a des mesures là qui sont à inventer, de même que pour la production, pour la pédagogie, hein, dans quel cadre on va donner cours à la rentrée, comment on va le faire, comment on fait les cours collectifs, comment on fait les cours de danse, comment on fait les pratiques collectives. Toutes ces questions-là, il faut qu'on les réinvente. Et puis ensuite, il y a encore une fois comment on arrive à faciliter l'insertion professionnelle. Donc là, on travaille, je pense, d'une part sur une période, on va dire, de SAS, c'est-à-dire comment arriver à prolonger un tout petit peu le cocon du conservatoire pour les sortants, pour qu'ils aient accès à nos ressources, qu'on puisse leur donner des bourses et qu'on puisse les aider à rencontrer les professionnels, à faciliter leur insertion. Et puis, je pense que là, on a des nouveaux dispositifs d'insertion à imaginer et qui vont dans la suite de ce que disait Caroline, c'est-à-dire, je crois qu'il faut qu'on fasse vraiment le deuil de ce qu'on aurait voulu faire l'année prochaine et de se dire, avec les moyens qu'on a, les règles qu'on a, qu'est-ce qu'on peut créer ici et maintenant.
Et je pense qu'on voit qu'on doit le faire en fonction de l'évolution de la crise et en fonction des directives ministérielles, mais même en fonction de l'avancée des données scientifiques. On voit bien que la difficulté dans cette crise, c'est cette incertitude. Et même scientifiquement, normalement, on a des données fiables. Et là, on voit que de semaine en semaine, ça évolue. Donc, il faut arriver à prendre tous ces éléments en cours. Et je pense que ça peut être l'opportunité quand même à plusieurs niveaux de mobiliser le secteur culturel. D'abord, ça laisse une grande place à la création. Et le processus créatif est peut-être plus favorable à ces périodes de confinement. On peut composer, on peut écrire, on peut réfléchir tous ensemble. Et donc, d'arriver à créer des formes qui répondent à ces exigences-là et qui parlent de notre époque, parce que je pense que le rôle des artistes, évidemment, en ce moment, on entend beaucoup parler de cette demande de divertissement, mais c'est aussi de s'emparer des sujets de la société et de nous aider à dépasser justement cette période de sidération et à nous interroger. Donc, je pense que là, on a une fenêtre qui devrait nous permettre d'arriver à travailler sur la création dans ces contextes-là. Et je pense que les jeunes artistes diplômés du conservatoire sont à ce moment-là dans des moments de proposition assez intenses. Et puis, il a été évoqué toutes les questions d'éducation artistique et culturelle, d'aller dans les écoles, d'aller dans d'aller voir d'autres populations. Et on peut se dire que justement, avec des effectifs réduits, c'est l'occasion aussi de mettre en place d'autres dispositifs, ou en tous les cas de déployer des dispositifs existants, parce qu'il existe énormément de choses, on l'oublie souvent dans le discours actuel. Et ça, pour des jeunes artistes, c'est une opportunité, je pense, d'insertion énorme, surtout s'ils peuvent le faire aux côtés de professionnels plus aguerris. Lorraine Villermoz des talents lyriques, est-ce qu'il est concevable pour un ensemble comme le vôtre de faire, comme l'ont suggéré Émilie et Caroline, de faire le deuil d'une saison annoncée et de faire une sorte de tabula rasa et de repartir uniquement sur des petites formes dont les talents pourraient éventuellement être les producteurs, les instigateurs, essayer de redéfinir les notions mêmes et les bases mêmes du métier qui est le vôtre? Ou est-ce qu'économiquement, c'est inimaginable? Si, évidemment, on a ce désir de s'adapter, mais je dirais avec la limite de se dire que c'est une parenthèse, même si peut-être à moyen et long terme, il y aura des évolutions globales nécessaires. Nous, ce qu'on a envie de se dire, c'est qu'on a une parenthèse là, de quelques mois en attendant que cette crise sanitaire se résolve d'une façon ou d'une autre, en espérant qu'elle se résoudra, et de trouver pendant ce laps de temps toutes les solutions qui seront satisfaisantes pour reprendre un travail artistique le plus pertinent, et évidemment en adaptant les formes. Alors le deuil, il est très très difficile à faire. Comme le disait Caroline, c'est souvent 2 ans de travail pour monter un projet. Nous, on est sur des répertoires inédits, c'est des longues années de recherche, d'édition, de trouver des partenaires financiers pour monter des projets. Et effectivement, un mail ou un coup de fil qui vous dit c'est terminé, c'est très très dur à encaisser. Donc faire le deuil, ce sera de toute façon difficile. Et on sait que ces formes d'adaptation qu'on est tous prêts à faire, de jouer plus d'instrumental, je pense que les chanteurs vont avoir beaucoup de difficultés. On est tous très conscients que le travail vocal va être difficile à reprendre. On sait qu'on va avoir des soucis avec les instruments avant, et que donc il y a beaucoup de répertoires qui ne seront pas tout de suite possible, même si moi, à titre personnel, j'essaye de maintenir pour l'instant des répétitions, des enregistrements discographiques, des formes audiovisuelles, je l'espère, cet été, qui permettront quand même de tester des formules dans le respect des règles qu'on nous imposera, bien évidemment, et sans mettre en danger qui que ce soit. Mais évidemment, nous, c'est notre ADN, l'adaptation, la flexibilité, la géométrie variable, c'est un petit peu ce qu'on sait faire. Donc, bien évidemment, on sera au rendez-vous, et je pense qu'il y a une réflexion globale pour relocaliser aussi. Je pense que beaucoup, à l'échelle internationale, nous on est beaucoup à l'international, avec parfois plus de 2/3 de notre activité en dehors des frontières. Donc évidemment, on est tous conscients que beaucoup d'échanges internationaux vont être empêchés par la crise, et que à la fois pour faire venir des artistes en France et pour nous-mêmes nous déplacer, ça va être sans doute difficile sur certains pays. Donc de relocaliser pendant ce laps de temps, je pense que c'est ça qui est important, en tout cas de peut-être redire aussi
aussi publiquement, pas qu'on s'habitue à un espèce de resserrement sur nous-mêmes qui n'est pas la culture qu'on a envie de défendre. On veut qu'elle soit diverse et internationale. En tout cas, oui, cette adaptation, elle est nécessaire et des gens comme nous sommes capables de répondre à de nouveaux formats et à de nouvelles idées, très certainement. Alors, justement, un petit mot sur l'économie, parce qu'on a la chance d'habiter dans des pays où les différents gouvernements protègent quasiment historiquement et comme quelque chose d'acquis et d'incontestable la culture et les artistes, toujours de manière imparfaite et frustrante, mais tout de même, soulignons-le. Est-ce que Caroline Sonrier vient un moment où on interroge ce principe même, où on se dit que l'État pourrait un jour mettre en cause le financement intégral ou le financement tout court de ces formes d'art qui sont celles qu'on défend ici tous les quatre? Est-ce que cette question se pose? Et puis d'autre part, vous pouvez peut-être aussi aborder cette question, et je crois que ce sera important pour Lorraine aussi, est-ce que les économies qui se basent énormément sur le mécénat risquent elles aussi d'être impactées par un mécénat qui risque de se recroqueviller sur lui-même? Alors Caroline, je vous donne la parole. Oui, effectivement, pour rebondir sur cette question de l'État, je pense qu'on a la réponse déjà depuis un petit moment. C'est-à-dire qu'effectivement, l'État, on le voit bien, est en recul. Quand on voit l'exemple de l'Opéra de Paris ou d'autres grandes institutions de niveau national que l'État devrait soutenir principalement, on voit bien qu'il y a un recul effectivement du soutien de l'État et avec une demande claire de l'État de dire allez chercher du mécénat. Or, effectivement, nous, à notre petit niveau, Lorraine connaît aussi effectivement ces questions-là de rapport avec les mécènes. Aujourd'hui, on voit, nous, nos mécènes, nos partenaires, qui ont très, très envie de se réorienter, peut-être dans d'autres domaines, dans un domaine plus social, dans un domaine voilà, un peu différent, et pas forcément le domaine social d'ailleurs que l'on défend nous, mais un domaine social qui sera peut-être plus valorisant pour eux. Donc, il y a effectivement des gros dangers et on voit aussi dans des systèmes comme aux États-Unis ou autres où les opéras peuvent fermer du jour au lendemain parce que les mécènes retirent leur financement. Donc, c'est là où effectivement, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y a une vraie différence quand même avec nos institutions en région qui, là, pour le coup, sont très soutenues par les collectivités territoriales et c'est vraiment elles aujourd'hui qui portent la culture. Donc, c'est pas le même type de soutien sur les différents territoires. Mais en tout cas, il y a une vraie conscience quand même de justement l'importance de cette place de la culture aujourd'hui pour le lien social et dans une période de crise comme on a pu avoir il y a quelques années, mais aussi dans une période de crise comme elle est aujourd'hui, où le lien social il doit vraiment être maintenu. Et ça, il y a une vraie conscience de ça, je trouve. D'ailleurs, pour des raisons voilà, qu'on pourrait aussi analyser, qui ne sont peut-être pas pour moi tout à fait justes, mais peu importe, en tout cas, ils sont là et ils déclarent haut et fort leur soutien à la culture. Simplement, ce que je voudrais dire, pour moi, la difficulté de ce type de période, c'est de garder la diversité des structures et la diversité que l'on peut connaître justement entre des ensembles qui sont beaucoup plus fragiles et des grosses institutions. Et qu'on ne peut pas se priver de cette diversité. Et surtout, les grosses institutions ne peuvent pas se priver de cette diversité. On a besoin de tout ce territoire, de tout ce maillage, de tous ces jeunes artistes qui expérimentent des choses, qui justement, alors dans des moments où il faut créer de nouvelles formes, seront les premiers à pouvoir les proposer. Les grosses institutions, alors nous n'avons pas d'orchestre ni de chœur permanent, mais tous ceux qui ont des structures permanentes sont évidemment beaucoup moins flexibles. Ils ont bien d'autres qualités, mais ils sont beaucoup moins flexibles de ce point de vue-là. Et je crois que cette diversité, elle est extrêmement importante. Et pour revenir au début de la discussion, effectivement, c'est là où nous, on a été particulièrement attentifs aussi dans nos discussions à la suite d'annulation. C'est effectivement que ces jeunes artistes, on a aussi des résidences de création, des choses comme ça dans l'opéra, et d'être très, très attentifs justement à soutenir tous ces artistes-là, parce que c'est vraiment eux qui créent voilà, le terreau, ce que disait aussi Émilie avec les étudiants de haut niveau du conservatoire, de son établissement. C'est extrêmement important de garder cette richesse-là hein, et de trouver les moyens de les soutenir.
Je vais donner la parole à Émilie dans un instant, justement avec une question qui est plus en rapport avec les activités du conservatoire et puis des questions d'avenir aussi surtout. Mais Lorraine Viermont, peut-être intervenir rapidement sur cet aspect économique à partir du moment où la vente et la cession de concerts est annulée de facto par la disparition des arts de la scène. Est-ce qu'il y a en plus de ça une question qui se greffe, qui est celle de la disparition du mécénat et des aides publiques? Bon, il n'y a pas une seule réponse, évidemment. Moi, ce que j'ai quand même constaté au moment de cette crise, donc depuis 2 mois, il faut quand même souligner ce que j'ai en tout cas vécu, c'est une immense bienveillance des partenaires, qu'ils soient publics ou privés, à commencer par l'État. J'étais quand même très agréablement surprise de voir qu'ils étaient à nos côtés, qu'ils ont tout fait pour développer des systèmes pour que les subventions soient versées le plus tôt possible, en renonçant éventuellement à des démarches qui habituellement sont longues. Et donc, il y a eu un espèce d'effort collectif très spontané des différentes DRAC et du ministère de la Culture, en tout cas, pour répondre présent et essayer d'éviter des gros trous de trésorerie et des gros problèmes de fonctionnement sur les semaines qu'on est en train de vivre. Je pense qu'au niveau national aussi, les grands dispositifs de soutien en France sont quand même relativement intéressants en ce qui concerne l'activité partielle, ou enfin, sans rentrer dans la technique. On va dire qu'il y a quand même une prise en compte de notre secteur aussi par rapport aux autres secteurs de l'économie, même si on est toujours déçus, et je pense que les annonces vont peut-être encore arriver dans les semaines qui viennent. Donc, disons que sur la réponse à la crise, j'ai senti aussi de la part de la ville de Paris qui nous soutient, vraiment, ils sont très concernés, ils ont envie d'y répondre. Bon, il y a aussi un enjeu de communication et on est en pleine élection municipale par ailleurs, mais disons qu'il y a eu un sentiment immédiat d'être accompagné et je trouve que ça, c'est très positif. Ça n'empêche pas que l'avenir risque d'être beaucoup plus sombre avec, on le sait tous, des déficits publics qui vont être importants et une nouvelle phase qu'on a déjà connue en 2008 après la crise financière, de dire bah voilà, on a subi une crise, on a des déficits importants, pour y répondre on va avoir des plans d'économie et la culture sera certainement impactée à court, moyen et long terme pendant les prochaines années et on doit s'attendre très certainement à des désengagements à tous les niveaux. C'est ça, avec une direction en deux temps, peut-être la direction héroïque qui est celle maintenant qui voit tous les fonctionnaires et les politiciens se mobiliser, et après celle de la responsabilité collective qui va être de dire calmons le jeu et faisons des économies, et là ça va être la curie et la saignée. Émilie Delorme, justement dans cette logique-là, vous qui avez entre vos mains des petits cœurs qui battent et qui espèrent un jour vivre de ce métier, est-ce que le rétrécissement de l'empire de la musique, des débouchés professionnels, doit engendrer une réflexion sur la notion même d'acceptation des candidats? En gros, si les possibilités d'insertion professionnelle sont réduites de manière visible et considérable, devez-vous faire un travail à la base de l'entonnoir pour que les candidats soient moins nombreux? Et il me semble que les possibilités d'insertion, on va arriver avec quelque chose qui va être conjoncturel pendant quelques années. Il va peut-être y avoir une crise sur quelques années, mais le besoin de culture, il est structurel, il est inhérent à toute société démocratique. Et je pense que l'emploi, il devrait être plutôt en augmentation à long terme qu'en récession. Et c'est à nous aussi, secteur culturel, de montrer à quel point la culture fait partie aussi des réponses de la crise. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème, c'est une des réponses pour moi. Donc, il faut qu'on le montre. Et ce qu'il faut, c'est arriver à préserver une génération qui, là, pourrait être tentée de se reconvertir devant des conditions d'insertion professionnelle très différentes. Il ne faut pas qu'on perde nos talents. Au contraire, pour la suite, c'est, encore une fois, pour moi, je le vois comme un investissement pour le futur de préserver. Alors, ce qui est sûr, c'est que dans les façons de préserver ça, il va peut-être falloir reconsidérer aussi, il y a les musiciens-interprètes, les créateurs, mais il y a aussi les pédagogues, les médiateurs. Voilà, il y aura peut-être des périodes temporaires. Pour l'instant, on est en défaut de diplômés en termes pédagogiques. Donc, il y aura peut-être voilà, quelques générations qui vont
la balance entre les différentes disciplines va peut-être s'équilibrer de façon différente. Mais en tous les cas, il ne faut certainement pas se dire on va former moins de musiciens parce qu'il y aura moins d'argent. Au contraire, il faut former les artistes qui jouent leur rôle au cœur de la société et qui montrent que notre société a ce besoin de culture et que c'est cette culture qui va faire progresser notre société et qui va régénérer de l'emploi derrière. Je vois que Lorraine Viermo voulait intervenir. Oui, non, très rapidement, j'adhère complètement à la vision positive, comme toujours, d'Émilie, et je suis de la même nature aussi. Cependant, depuis ces dernières semaines ou ces derniers mois, moi, mes conversations avec nos artistes, qui sont des artistes confirmés, qui sont dans la carrière depuis 20, 30, 40 ans, est nettement plus pessimiste. Donc, c'est vrai qu'il va y avoir quand même quelques mois, quelques années où les gens qui sont déjà dans la carrière s'inquiètent beaucoup. Moi, j'ai des grands artistes qui me disent qu'ils sont en train de réfléchir à des reconversions. Donc, c'est vrai que c'est un vrai problème, même si on espère tous que nos secteurs continueront d'être des secteurs dynamiques et d'emploi, ce qu'on essaie de défendre. Et je pense que la crise actuelle, elle montre à nos élus l'ampleur des retombées économiques, celles qu'on met toujours en avant tôt ou tard dans nos discours. Il y a l'art, il y a la culture, il y a la connaissance, et il y a tout ce que ça engendre de retombées, qui est aussi quelque chose de très important, qui aujourd'hui, quelque part, nous sauve dans les plans de relance. Voilà, alors précisément, on est dans cette crise de l'avenir, cette interrogation presque métaphysique sur ce que sera demain et sur les nouvelles générations. On parle beaucoup de la protection des jeunes artistes, mais quid effectivement de problèmes de l'immédiat, de ces artistes qui, eux, ont encore 5 ou 7 ans de carrière et qui se retrouvent dans cette situation désastreuse. J'aimerais, pour terminer, si vous le voulez bien, parce qu'on arrive au bout de notre échange, évoquer une double question, celle de la remise en question de ce métier par les grandes interrogations idéologiques du moment. Alors, on a connu il y a 1 an et demi avec MeToo un immense onde de choc qui a remis en question beaucoup de mécanismes de ce métier. Vient maintenant cette crise qui va greffer à cette interrogation préexistante des notions comme la durabilité, l'écologie, le commerce interne aux régions, enfin bref, toutes ces questions de durabilité. Est-ce que vous pensez que finalement, il pourrait sortir quelque chose de vertueux, de bénéfique de cette crise abominable? Et Émilie Delorme. D'abord, crise ou pas crise, je peux vous dire que les nouvelles générations, ces sujets-là, c'est dans leur ADN. Hein, donc, la question, que ce soit de l'égalité femmes-hommes ou de la transition écologique, elle est dans leur quotidien. Et donc, c'est plutôt nous qui allons nous adapter. Je crois Oui, que ça, ils ne sont pas attendus. ils ne nous ont pas attendus, ils n'ont pas attendu la crise. Donc, et tant mieux. Enfin, je veux dire, il faut qu'on accompagne ce mouvement-là. Donc, je pense que la crise, elle va certainement, c'est un facteur d'accélération de beaucoup de choses, même si ça va être un ralentissement économique, mais dans la transition, Lorraine parlait tout à l'heure de la difficulté de faire des tournées internationales ou de faire venir des artistes internationaux. Il me semble que, évidemment, que la culture, elle est riche de toutes ces rencontres et de la diversité des artistes qui l'animent. Mais par contre, c'est peut-être fondamental maintenant d'essayer de repenser. Il y a un de nos collègues qui a fait une tribune où disait qu'il fallait infuser au lieu de diffuser. Et je pense que ce rapport au territoire, il me semble assez crucial. Et donc, que le secteur culturel repense les grandes tournées internationales, puisqu'on voit que des fois, on a plusieurs orchestres qui vont tourner dans les mêmes pays à l'autre bout du monde de façon intensive. Voilà, ça nous oblige à repenser notre rapport à l'international. Et je pense que dans le cadre de la transition écologique, on a aussi notre rôle à jouer là-dedans. Voilà, précisément, Caroline Sonrier, Lorraine Viermo, cette frontière très ténue et très difficile à marquer entre le repli identitaire qui voudrait qu'on fasse la culture entre nous avec des acteurs locaux, et puis aller chercher l'inspiration de l'ailleurs et faire venir des troupes de l'Orient lointain ou des États-Unis pour quelque part que ce grand brassage culturel ait lieu. On est là face à 2 pôles qu'on peut identifier, mais la question écologique se met entre les deux. Alors, quelles sont les pistes qu'on suivra, Caroline Sonrier? Je crois qu'il y a effectivement deux questions. C'est l'envie en tout cas de ne pas s'enfermer et de pouvoir continuer nos échanges avec l'ailleurs et avec les autres cultures. Ça, évidemment, et c'est pas quand même tout à fait le digital qui pourra le remplacer. Donc, c'est vrai que ça restera
demeurera quand même une question essentielle, je crois, pour beaucoup, de pouvoir continuer ces échanges qui sont indispensables à nos métiers, surtout dans le domaine de l'opéra, où on est quand même quand même très rapidement sur ce besoin d'échanges internationaux. Après, effectivement, oui, il y a beaucoup de façons de fonctionner qui vont être, on l'espère, remis en question. Bon, après, on peut aussi se reposer d'autres questions parce qu'il y a des financements derrière qui facilitaient aussi hein, ces échanges. Donc, voilà, est-ce que de ce point de vue-là, les équations vont changer? J'en suis pas tout à fait sûre. Mais oui, il y aura certainement un changement. De ce que disait Émilie aussi, très très clairement, la jeune génération est quand même très soucieuse de ces aspects-là dans son travail, dans même les thématiques des créations. Et il se trouve que voilà, nous, on va avoir 2 créations d'opéra à venir et qu'on est en plein dans cette thématique-là. Voilà, donc c'est des vrais sujets. Après, donc évidemment, l'idée, c'est de ne pas fermer nos frontières non plus. Et le mot de la fin ira à Lorraine Viermot, justement pour ces ensembles dont la survie et la vie tout court dépend justement de la diffusion. J'en parlais l'autre jour avec un des membres du Quatuor Ébène qui disait il y a 3 ans, une tournée en Chine s'était vue comme l'alpha et l'oméga, comme une victoire sur la diffusion et même la diffusion de la culture, pas que de l'ensemble. Aujourd'hui, immanquablement, se pose la question justement de la durabilité et de l'impact carbone qu'une telle tournée pourra avoir. Alors, comment est-ce que vous, qui quelque part êtes quand même les témoins un peu passifs de cette situation, vu que vous allez là où on vous invite, vous allez réagir par rapport à cette problématique-là? C'est vrai que ce sont des préoccupations qui sont maintenant très présentes vraiment auprès de chaque artiste et dans nos organisations. C'est des questions qui sont vraiment pas du gadget. Il y a des chartes qui circulent, on réfléchit tous. Après, c'est vrai que l'empreinte carbone de nos activités, très clairement, c'est les voyages en avion. C'est quand même la principale problématique. Et donc, renoncer à des tournées, où que ce soit en Europe ou au-delà de l'Europe, c'est très compliqué. C'est vrai que nous, on a par nature, et je dirais que même notre répertoire, il est né dans une Europe baroque qui préexistait même au XVIIe et au XVIIIe, où les compositeurs et les interprètes déjà voyageaient, s'échangeaient les partitions et allaient jouer dans les grandes capitales. Donc, je dirais que c'est resté dans cet esprit. Nos orchestres eux-mêmes sont constitués d'artistes qui viennent d'un peu partout et ça produit une richesse extraordinaire. On n'a pas envie de renoncer à ça. Après, c'est vrai que les questions de transition écologique sont réelles. Je pense que c'est quelque chose que la société en entier, on a envie. Et il y a une vraie prise de conscience. Maintenant, on n'a pas vraiment les outils pour vraiment répondre immédiatement, si ce n'est à réfléchir, effectivement, à prendre plutôt le train que l'avion quand on est en Europe et essayer d'avoir un certain nombre d'actions très concrètes, de remplacer les bouteilles d'eau, etc. Je pense qu'on est tous très actifs là-dessus. Sur la diffusion internationale, c'est beaucoup plus compliqué. Et pour revenir sur le mécénat qui est important au talent lyrique et des mécènes qui, encore une fois, sont toujours là aujourd'hui et pour l'instant n'ont pas renoncé à leurs dons. C'est vrai que la dimension internationale, elle est très importante pour un artiste et c'est quelque chose qui compte dans un projet artistique. Donc la réponse, elle va être à concevoir tous ensemble. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se voit pas prendre un paquebot pour aller jouer à New York et faire 3 semaines de voyage. C'est pas quelque chose qui est vraiment possible. Mais Voilà, Dieu sait donc, que ça ne manquerait pas de charme pourtant. ça manquerait pas de charme. Peut-être qu'il faut remettre les croisières musicales à l'ordre du jour, mais pour l'instant, c'est vrai qu'on est tous dans une dimension effrénée. La diffusion est difficile, elle est devenue très compliquée. Il y a une grande concurrence entre les ensembles, entre les projets. Donc et souvent, on n'est pas nous-mêmes dans le choix de nos saisons à 100%. On est tributaire, comme vous le disiez, des invitations qu'on nous fait ou qu'on ne nous fait pas. Donc, ce n'est pas toujours nous qui avons le dernier mot. On peut dire non, effectivement, on peut renoncer à un projet qui écologiquement serait absurde pour jouer une fois, faire un concert à Tokyo, ça n'a pas beaucoup de sens. Ça nous arrive de temps en temps, et peut-être que ça, il faut y renoncer et trouver d'autres façons. En tout cas, c'est une réflexion qui est vraiment très, très centrale dans notre futur, même si elle n'est pas
pas primordial dans la survie du moment et qu'il faudra en sortir des choses intelligentes et pertinentes. Mais je crois que voilà, les artistes, ils ont quand même cette envie de rencontrer le public. On a une grande richesse de rencontrer des publics au Mexique, en Asie. C'est des échanges qui sont vraiment irremplaçables, que la technologie pour l'instant ne remplacera pas. Je pense qu'on ne peut pas se satisfaire de produits audiovisuels ou de projets, même les plus innovants possibles pour l'instant, pour remplacer cette alchimie du concert et de la rencontre. Donc ce sont des équations à multiples inconnues. On n'a pas forcément les réponses, mais on a envie d'avancer, ça c'est certain. Je voudrais vous remercier, Lorraine Viermo, Émilie Delorme et Caroline Sonriet, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ce débat frustrant par sa brièveté, mais qui au moins aura eu le mérite de lever quelques pistes de réflexion. Merci à vous et j'espère avoir très bientôt un autre débat dans ce genre avec d'autres interlocuteurs pour poursuivre au moins ce qui nous est permis, à savoir l'émulation entre les cerveaux qui sont malgré tout, eux, toujours actifs malgré le confinement. Merci à vous. Merci Camille. Merci.